Bon, après avoir vu comment gérer nos propres émotions, ces fameux déclencheurs internes qui nous poussent vers la distraction, Ouais, la tempête intérieure. c'est ça, et après avoir structuré notre temps de manière vraiment intentionnelle pour ce qui compte pour nous, il reste une variable redoutable, le monde physique. Le monde physique, absolument. Et plus spécifiquement, les autres personnes, en fait. Exactement. Ok, décortiquons ça, parce que c'est souvent la partie qu'on a le plus de mal à contrôler. C'est l'ultime frontière de la concentration. Tu sais, on a tellement tendance à pointer du doigt la technologie aujourd'hui. Ah bah oui, les smartphones, les réseaux sociaux. Voilà, on accuse les algorithmes de la Silicon Valley ou les notifications incessantes. Mais en réalité, notre environnement physique immédiat, l'espace dans lequel on bosse, c'est une des failles les plus massives de notre attention. Et la plus ignorée, je parie. Totalement ignorée. Et ce qui est fascinant ici, c'est que l'interruption par une vraie personne en chair et en os, ça provoque un phénomène neurologique qu'on appelle le résidu d'attention. Attends, le résidu d'attention? C'est genre le cerveau qui reste bloqué sur l'interruption. C'est exactement ça. Quand quelqu'un vient t'interrompre, ton cerveau ne fait pas juste pause sur la tâche A pour traiter l'interruption B. Il ne sauvegarde pas la partie, quoi. Non, pas du tout. Une partie de tes capacités cognitives reste engluée dans l'interruption, même de longues minutes après que la personne soit partie. Ah ouais, c'est ce fameux coup de transition, le contexte switching. Oui, et pour la mémoire de travail, c'est exorbitant comme coût. Dans un bureau normal, bon, on perd du temps, mais dans des milieux à haut risque, c'est carrément dramatique. Et c'est là que l'exemple du milieu médical devient hyper parlant pour ceux qui nous écoutent. Ah, l'histoire de Becky Richards. Oui, imagine un peu la scène. T'as une infirmière qui est en train de calculer mentalement un dosage complexe pour une perfusion. Une tâche où la précision doit être absolue. Exactement. La moindre erreur de décimale, c'est fatal. Donc le cerveau est en pleine charge, il jongle avec le poids du patient, les chiffres, les interactions, et soudain, On tape sur l'épaule. voilà, une petite voix qui lance une question banale sur un autre dossier, ou même juste un commentaire sur la météo ou la pause café. Et le fil est rompu. Instantanément. Le cerveau doit relâcher les chiffres pour traiter l'intrusion sociale. Et quand elle veut reprendre le calcul, c'est là, dans cette fraction de seconde de reconcentration, que l'erreur s'insigne. C'est terrifiant quand on y pense. Et Becky Richards, qui bossait dans l'administration hospitalière, s'est retrouvée face à ça, un taux vraiment alarmant d'erreurs médicales. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que ça n'avait rien à voir avec un manque de compétences des infirmières. Non, ni un défaut de formation d'ailleurs. C'était littéralement le chaos ambiant. Les collègues, les médecins, les familles qui passaient par là. C'est ça. Mais le plus dingue, c'est la solution qu'elle a trouvée. Ah oui, parce qu'on pourrait s'attendre à, je sais pas, un nouveau logiciel de vérification à $1 million. Et non, juste du tissu, des vestes oranges fluorescentes. Genre des gilets de sécurité de chantier. Basiquement, oui. L'initiative, c'était de demander aux infirmières d'enfiler cette veste fluo avec écrit en gros « Ne pas interrompre » dans le dos. Juste au moment de préparer les médicaments. Exactement. C'est hyper brillant parce que ça s'attaque directement au comportement humain. Ça crée une friction visuelle incontournable. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle d'une baisse de 47% des erreurs de prescription. En seulement 4 mois, oui. 47%. Ils ont quasiment divisé par deux un problème mortel avec un bout de tissu orange. C'est un truc de dingue. Ça montre bien à quel point l'environnement contrôle notre attention. D'ailleurs, ils ne s'en sont pas tenus là. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Vu le succès, ils ont carrément délimité des zones sacrées avec du ruban adhésif rouge au sol. Si tu es dans cette zone, interdiction formelle de te parler. Oh waouh! Un vrai champ de force visuelle? Oui, d'autres hôpitaux ont même aménagé des pièces avec des vitres teintées pour soustraire physiquement les infirmières au regard des autres. En fait, ils ont conçu l'espace pour protéger la cognition. C'est un peu comme de l'infrastructure routière, non? C'est-à-dire, Bah, c'est pas juste un gilet de sauvetage, c'est l'équivalent d'un feu rouge à une intersection dangereuse. Au lieu d'espérer que les conducteurs vont se regarder et deviner les intentions, on met une règle stricte. si c'est rouge, on s'arrête. C'est une super analogie. Mais, et c'est là que je veux qu'on s'arrête une seconde parce que... Je sens venir l'objection. Ah ouais. Cette approche est fantastique pour un hôpital, les enjeux sont vitaux. Mais si on transpose ça dans l'entreprise classique, Ça devient plus délicat, c'est sûr. imagine j'arrive demain matin à mon agence de chantier fluo, ne pas me parler. On va me prendre pour un fou. On va te voir comme quelqu'un de très asocial, oui. De toxique pour l'équipe même. Comment on applique ça sans faire un suicide professionnel? C'est une objection totalement valide. Parce que c'est le contexte social qui dicte les règles, Bien sûr. et c'est ça qui rend le lieu de travail moderne si paradoxal. On a cruellement besoin de cette protection cognitive, mais nos bureaux ont été conçus pour anéantir toute barrière.
L'open space. Le fameux open space. 70% des espaces de travail américains en sont... Et la promesse de base, c'était super beau sur le papier. Faire tomber les murs pour stimuler l'innovation, la circulation fluide des idées, la sérendipité, tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, l'auditoire le sait très bien, l'open space est une machine à détruire la concentration. Ah bah tout le monde le vit au quotidien. Et la science le confirme. Il y a eu une méta-analyse majeure en 2016, plus de 300 publications étudiées. Et le verdict? L'open space engendre une chute drastique de la satisfaction et fait exploser la charge mentale. Rien d'étonnant. Mais pourquoi au juste? C'est le bruit des conversations? Même pas. Le vrai poison, c'est la friction sociale. C'est cette angoisse psychologique constante de devoir rejeter une interaction. Ah oui, l'instinct tribal. Exactement. On est des créatures tribales. Repousser quelqu'un de notre groupe qui vient nous parler, ça déclenche un signal de danger dans le cerveau. On a peur de paraître hostile. Donc par politesse, on se laisse interrompre. On sacrifie notre concentration profonde juste pour dire aux collègues où est rangée la graffeuse. C'est tout à fait ça. Et c'est là qu'intervient la méthode du feu rouge. C'est en quelque sorte la traduction corporate de la veste orange. Le feu rouge. Comment ça marche en pratique? C'est très simple. Tu utilises un petit carton, genre un chevalet coloré, et tu le places en évidence sur ton bureau ou ton écran. Et qu'est-ce qu'on écrit dessus? Un message courtois, mais sans équivoque. Du style j'ai besoin de me concentrer pour le moment, mais s'il vous plaît, revenez vite. Alors là, permets-moi de faire l'avocat du diable. Vas-y. Pourquoi faire du bricolage avec un carton? Dans les bureaux ouverts, la solution universelle de ceux qui écoutent, c'est le gros casque audio à réduction de bruit. Ah, le mythe du casque audio. Bah tout le monde sait que ça veut dire « ne m'approchez pas », non? Ça devrait suffire. C'est une des erreurs d'interprétation les plus courantes. C'est même passionnant d'analyser pourquoi le casque échoue face à la petite carte. Ah bon? Pourquoi? Le problème fondamental du casque, c'est l'ambiguïté. Notre cerveau déteste l'ambiguïté. Ok. Imagine, un collègue s'approche. Il te voit avec ton casque. Son cerveau fait face à une énigme. Est-ce que tu écoutes de la musique entraînante en triant des spams? Ou est-ce que j'écoute en podcast en remplissant des tableaux Excel sans importance? Ou alors est-ce que tu es plongé dans un rapport stratégique ultra critique? L'observateur n'en a aucune idée. C'est vrai. On ne peut pas lire dans les pensées. Face à cette incertitude, le collègue devient un joueur de poker. Il évalue le risque. Il se dit que ça ne lui prendra que 5 secondes et qu'il y a de grandes chances que tu ne fasses rien de vital. Du coup, il tente le coup et paf, l'interruption. Voilà. L'ambiguïté du casque encourage l'interruption. Le casque est vu comme un accessoire de confort, pas comme une vraie frontière. Alors que le carton rouge, lui, il ne laisse aucune place à l'interprétation. Exactement. Il verbalise l'intention. Ça agit comme un coupe-circuit cognitif. C'est-à-dire, Au lieu de se demander « est-ce que je peux le déranger ?», le collègue lit le panneau et doit se poser une question qui le responsabilise. du genre, est-ce que mon envie de lui parler est plus urgente que son besoin de se concentrer? Voilà. Le fardeau de la décision est transféré. Ce n'est plus à toi de te justifier en repoussant l'autre. C'est à l'autre de justifier son interruption face à la règle. Oui, c'est un changement de dynamique de pouvoir très subtil mais hyper puissant. On passe d'une défense passive avec le casque à une architecture active de nos limites. Absolument. Mais on en revient à la culture d'entreprise. On ne peut pas juste poser un carton rouge un matin sans prévenir, sinon on passe pour le tyran de service. La communication en amont est vitale, je suis bien d'accord. Le signal visuel n'a aucune valeur sans un accord social autour. Donc il faut en parler avant. Oui, il faut prendre l'initiative. Lors d'une réunion, tu peux dire très simplement que tu cherches à améliorer ta concentration sur les dossiers de fond. On explique qu'on est tous souvent interrompus en fait. Voilà. Et tu dis que quand cette carte est sur ton écran, c'est une phase de travail profond. Et tu remercies d'avance l'équipe de repasser plus tard, sauf urgence absolue bien sûr. C'est malin, parce qu'on ne s'isole pas, on éduque son entourage en fait. On établit une nouvelle norme. Et une fois que le contrat social est compris, le respect du signal devient naturel. D'accord, au bureau, on interagit avec des professionnels. Mais aujourd'hui, la frontière entre le travail et la maison a complètement explosé. Oh que oui. Le télétravail a tout changé. Quand ton bureau, c'est la table de la salle à manger, les sources d'interruption ne sont plus des collègues, ce sont des conjoints. Les enfants, Et là, c'est un vrai champ de mine émotionnel. c'est un défi psychologique fascinant. Parce qu'à la maison, les règles d'inhibition sautent. La familiarité détruit la distance professionnelle. Bah oui, pour mon conjoint qui me voit sur le canapé, je suis pas un pro de la finance en pleine stratégie. T'es juste physiquement accessible. La présence physique l'emporte toujours sur l'activité invisible de ton esprit. Et pour les enfants, n'en parlons pas. La disponibilité des parents, c'est un droit fondamental pour eux. Totalement. Donc, soyons honnêtes, poser un petit carton rouge face à un gamin de 7 ans qui veut te montrer son dessin de tyrannosaure, Ça ne marchera jamais. pas du tout.
La friction visuelle n'est pas adaptée au public. C'est pour ça que l'anecdote de l'auteur sur sa propre femme est géniale. J'adore cette histoire. Elle a trouvé une méthode qui frôle l'absurde, mais d'une efficacité redoutable. Face aux irruptions de son mari et de sa fille, elle a compris que le signal devait être incontestable, mais aussi un peu ludique. Et elle a acheté un truc improbable sur Internet. Une couronne en plastique, équipée d'ampoules LED multicolores. Sa couronne de concentration. Il faut vraiment visualiser la scène dans le salon. T'as la personne qui partage ta vie, qui tape sur son clavier avec un sapin de Noël clignotant sur la tête. C'est visuellement ridicule. Mais c'est justement cette absurdité qui fait que ça fonctionne. Comment ils ont mis ça en place? Règle binaire répétée à toute la famille. Si la couronne clignote sur sa tête, interdiction stricte de l'interrompre. Sauf urgence vitale, j'imagine. Voilà, incendie ou bras cassés, quoi. Et avec les enfants, ça marche super bien, parce que ça transforme une limite frustrante en un jeu. Un enfant oublie vite de ne pas faire de bruit, mais il ne peut pas ignorer des LED qui clignotent. Le signal capte son attention involontairement et lui rappelle le contrat instantanément. Si on prend un peu de recul sur tout ça, la veste de chantier, la carte rouge, la couronne lumineuse, Le point commun, c'est quoi pour toi? la nature de l'objet, on s'en fiche complètement. Il n'y a pas de magie dans le plastique ou le carton. Aucune. La vraie mécanique psychologique, c'est l'éradication de l'ambiguïté. On en revient à l'infrastructure. C'est un support matériel pour un contrat visuel temporaire. Tu déclares ton indisponibilité sans avoir à dire un mot. Et surtout sans avoir à te justifier émotionnellement à chaque fois. On externalise la friction sociale sur l'objet. C'est un soulagement cognitif énorme. On n'a plus à anticiper le moment où quelqu'un va s'approcher ou à chercher la formule polie pour dire « laisse-moi tranquille ». L'objet fait le sale boulot. C'est tellement libérateur. Et au fond, qu'est-ce que ça nous dit sur notre rapport à l'attention? La grande révélation, c'est que la concentration, ce n'est pas juste une ressource interne qu'on doit cacher. C'est un contrat social. On passe notre temps à pester contre les autres, à les voir comme des voleurs de temps. Comme si les interruptions étaient une fatalité météo. Or, souvent, une interruption, c'est juste une défaillance de notre propre signalisation. C'est une inversion de responsabilité. Si on me dérange, c'est peut-être que je n'ai pas clairement balisé mon territoire. Gérer son attention, c'est gérer les attentes de ceux qui nous entourent. Défendre sa bulle, ce n'est pas être arrogant. C'est une marque de respect en fait. Pour notre propre travail, oui, mais aussi de l'empathie pour nos proches. En donnant une règle claire, on leur évite la gêne d'intervenir au pire moment. On tue les malentendus. Ça déculpabilise à fond. Et si on pousse l'idée? Si tout un département ou une entreprise adoptait ce langage commun? Là, on touche à la transformation de la culture d'entreprise. Aujourd'hui, la norme par défaut, c'est la disponibilité permanente. Le fameux « si je réponds pas dans les 5 minutes, je suis un mauvais employé ». C'est épuisant. Renverser ce modèle pour instaurer le respect sacré du travail profond, ça change tout. Les moments protégés sont respectés. Et les interactions en dehors de ces moments deviennent bien plus riches. Parce que les gens sont vraiment là, ils ne sont pas mentalement coincés sur la tâche qu'ils viennent de quitter. Tout le monde y gagne en fait. Absolument. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.